3 grands chelems depuis un an, une aura de patron intouchable, mais un procès en ennui dont on va discuter dans cette vidéo. Jannik Sinner confirme son statut de boss du circuit en écartelant Alexander Zverev en 3-7 sec en finale de l'Open d'Australie 2025. Net, sans bavure, du Jannik Sinner tout craché. Dans cette vidéo, on va faire un petit bilan rapide du tournoi. Je vais te donner ma note finale sur cette Open d'Australie. On va commencer par ça d'ailleurs, on ira assez vite. Un mot sur les deux protagonistes du jour. Aïe 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 aïe. Alexander Zverev, le coup droit. Ça a été la clé fondamentale de cette partie. On va en discuter en longueur, bien sûr, dans cette vidéo. Et mon analyse tactique de la finale, on va se régaler. Je le répète souvent, mais si vous aimez le contenu, si vous aimez Service Volé, n'hésitez pas à pousser cette vidéo pour la faire remonter dans l'algorithme, continuer la progression. Puis si vous avez apprécié la couverture de cette Australian 2025, n'hésitez pas à vous abonner juste ici. C'est un geste qui est super simple, super facile pour vous et qui compte énormément pour moi pour aller essayer d'aller grinder ce cap des 50 000 abonnés. Avant d'attaquer sur cette finale de l'Open d'Australie en longueur, un petit mot du sponsor de cette vidéo et je voulais remercier Winamax de m'avoir accompagné du début à la fin de cette Open d'Australie 2025. C'est un soutien qui est super important pour moi, pour la chaîne, pour avoir une certaine assise et pouvoir continuer la progression avec Service Volé. Vous avez le tournoi de Montpellier qui commence dès demain. On va avoir une petite descente d'organes comme d'habitude après les grands chelems. Donc on va avoir par exemple du Wawrinka contre Caso, ça peut être sympa. On peut partir sur Caso éventuellement. Maillot contre Rinderknecht, pareil, j'ai envie de partir sur le Rinder. Donc vous avez la petite offre dans la description. Il y a un lien cliquable pour toute première inscription. Vous avez jusqu'à 100 € de free bet. Il y a également un code qui a été débloqué depuis 2 semaines maintenant, c'est SV10. Ça vous rajoute comme ça 10 € de plus et vous pouvez porter votre capital jusqu'à 210 € pour parier sur le tennis, sur le foot, sur le basket, sur tous les sports que vous voulez. Mais attention, j'insiste là-dessus, offre exclusivement dédiée aux adultes et surtout ne pariez pas des sommes que vous ne pouvez pas perdre, pariez simplement des sommes plaisir. Allez, place à la première partie de cette vidéo, on va parler du tournoi, on va disséquer un petit peu ce qui s'est passé, on va aller assez rapidement sur cette portion. Ça a été un tournoi en 2 temps, comme je trouve la plupart des grands chelems actuellement, ces dernières années, on se retrouve toujours un peu dans le même scénario, c'est-à-dire qu'on a une première semaine qui est ultra emballante, qui est géniale, avec des matchs frissons, spectaculaires, des matchs en 5-7, je peux penser à Fokina, je peux penser à Draper, je pense également à la Fœtus Gênes qui nous a régalé, par exemple Joao Fonseca contre Rublev, mais quelle dinguerie, quel match de fou. Lerner Tien également contre Medvedev. Moi, ce sont des matchs qui, émotionnellement, m'ont porté, m'ont amené à un autre niveau, et c'est aussi pour ça que la chaîne existe, c'est pour ça que je regarde du tennis, c'est pour ces révélations sur la grande scène d'une nouvelle génération, c'est pour aussi voir des très grands matchs entre des joueurs confirmés, bien sûr, mais on se retrouve du coup sur une deuxième semaine qui a été, je trouve, cataclysmique, quoi. Vraiment cataclysmique, c'est le terme. Des demi-matchs. Même le Alcaraz-Djokovic, qui est peut-être le meilleur match chez les hommes de la deuxième semaine, c'était pas un très grand match de tennis. C'était un match intéressant au niveau tactique, au niveau de la modulation stratégique de Novak Djokovic, à partir du deuxième set, et du drama également qui a entouré cette rencontre pendant et après. Mais on se rend compte aussi que les top players, ils ont beaucoup de mal à produire des très grands matchs entre eux. Les matchs qu'on attend de fou, c'est Alcaraz-Djokovic, Alcaraz-Sinner, et puis après, c'est plouf, quoi. Il se passe pas grand chose, je trouve, dans les oppositions, mais c'est aussi dû au profil des joueurs. Par exemple, un Sinner-Zverev, on savait très bien en amont de cette partie qu'on n'allait pas vivre une grande finale au niveau tennistique, avec 2 joueurs qui s'annulent un petit peu, et puis surtout Sinner qui fait quasiment tout mieux que Zverev, notamment au niveau du coup droit. Donc on savait qu'on allait rompicher, bon peut-être pas à ce niveau-là, parce que c'était vraiment pas une finale ouf du tout. Et aussi, il faut le noter, il y a un écart qui se creuse de plus en plus entre Sinner-Alcaraz et le reste de la meute. Bon, on a vu un Novak Djokovic encore impliqué, ça fait des dégâts, et c'est encore, on va dire, le 3e larron du circuit, même si son physique pose beaucoup de questions. Mais du coup, ça réduit le suspense, parce que l'écart entre un Sinner et un Zverev aujourd'hui, il est énorme. L'écart entre un Sinner et un top 5, top 6, top 7, c'est pareil. Il y a un delta, désormais, entre le numéro 1 mondial et le reste de la concurrence. Alors il y a eu quand même quelques petites choses à piocher, et notamment chez les femmes, je trouve. Le parcours de Madison Keys a été incroyable, avec victoire contre Swiatek, victoire contre Sabalenka en finale, ça a été assez dingue. Mais c'est un sport, et on peut le noter sur cette quinzaine, qui est encore trop dépendant de la frénésie, de la folie autour de Novak Djokovic, qui est encore une figure cardinale, capitale, pour la conversation, pour la qualité tennistique, pour les dramas.
Je pense aussi que Carlos Alcaraz fait beaucoup de bien au tennis par son jeu, sa fraîcheur. Aussi, certaines personnes sont ravies quand il se fait démonter. Je sais pas, c'est un peu bizarre, vous avez les goûts que vous voulez, mais voilà, chacun son trip. Et pour terminer là-dessus, bah moi j'attends très fort cette nouvelle génération, la petite fœtus Gen qui a toqué à la porte lors de cette Australian 2025. Elle est fraîche. Il y a aussi une variété de profils, hein, Fonseca, Mensik, Tien, il y a quelque chose qui se passe avec cette nouvelle génération, donc je suis très excité à l'idée de pouvoir continuer à observer ces joueurs lors de la saison 2025. Et donc ma note de ce tournoi, vous pouvez me partager la vôtre dans les commentaires, eh bien c'est un 5 sur 10. Voilà, première semaine j'aurais mis 7-8 et deuxième semaine on est plus proche du 3. Allez, on avance et on va parler du vainqueur de cette finale, Jannik Sinner, et il y a beaucoup de choses à aborder. Quelle maîtrise absolue de son tennis, des circonstances calmes vraiment à chaque instant de la partie, et c'est ça qui saute le plus aux yeux, c'est à quel point il est tout le temps en maîtrise de son tennis et de ses émotions. Et on a vu également dans ce match la grande lucidité tactique qui l'anime, avec l'activation d'un plan B, d'un plan C au mi-temps du deuxième set. On va en reparler dans l'analyse tactique d'ici quelques minutes. Et c'est aussi le fruit d'un staff de très haute qualité. Il a su s'entourer en prenant Darren Cahill qui va arrêter à la fin de la saison, en conservant Simone Vagnozzi et en ajoutant les 2 prépas physiques de Novak Djokovic. Donc là on a un team qui est complètement zinzin, l'application des consignes qui est très propre, sa modulation tactique et stratégique, je trouve que c'est un joueur qui est à ce niveau-là, qui est formidable, vraiment. Et surtout, il faut insister sur ce point, il sait précisément quel joueur il est, ce qu'il doit faire sur le court. Il n'y a pas de chichi avec Jannik Sinner, il n'y a pas de superflu, on est dans l'exécution pure. Et ça, c'est quelque chose qui peut lui être reproché, on va en reparler. Et quand on voit son évolution aussi, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, début 2025 là maintenant, on se rend compte à quel point il a bétonné toutes ses faiblesses. Il a ajouté une véritable texture à son jeu, les amortis, les points de rupture, amorti lob. Alors oui, ok, c'est pas un truc de fou au niveau créatif, c'est pas un joueur qui t'emmène avec des émotions, avec un tennis où tu sais que ça peut péter à tout moment, donc il y a quelque chose de fragile. Oui, il y a une fragilité au niveau physique, mais son tennis, il est cadré, calibré, et il a développé aussi cette dernière année une vraie aura d'intouchable sur le court, cette domination. Quand on regarde le palmarès cette dernière année, en se concentrant sur les grands chelems, simplement, on est à 3 grands chelems sur les 5 derniers, alors uniquement sur dur, mais 2 Australian et un US Open, et on a une mainmise qui est réelle sur le circuit. Il faut se pincer pour y croire, mais il a perdu que 2 matchs depuis Wimbledon 2024. Le premier, c'était contre Rublev à Montréal, où il y a un petit problème de hanche, physiquement ça va pas du tout, et la finale de Pékin, où il faut un Carlos Alcaraz Super Saiyan dans le tie-break pour décapsuler Sinner, mais sinon il s'imposait quoi. Donc il est imbattable ce gars, il a développé une aura qui est stupéfiante, qui est terrifiante. Et je le dis, vous pouvez l'encapsuler, c'est impossible de banaliser ce que Jannik Sinner réalise sur le circuit depuis un an, même s'il y a l'histoire du double test positif au close table, mais c'est monstrueux et il est devenu l'homme à battre du circuit. Ok, maintenant qu'on a dit tout ça, on est obligé de passer quand même aux légères réserves, parce que c'est un tennis qui génère quand même assez peu d'émotions. Il est très dépendant des match-ups, il est très dépendant d'affronter un gars qui en face serait spectaculaire. Par exemple les Sinner-Alcaraz, oui, ce sont des matchs qui sont souvent très bien, mais c'est dû en partie au tennis créatif d'Alcaraz qui affronte le tennis métronomique de Sinner. Son tennis, on l'a dit, mécanique, métronomique, mais en même temps il est capable de générer des points spectaculaires. Faut pas non plus être trop caricatural, le point de fou contre Rune, là où il l'amène au filet après un rallye de zinzin alors qu'il est au bord de l'AVC. Encore là sur ce match contre Zverev, bon, on a eu un point spectaculaire. Alors j'avoue, c'était pas ouf, il est donc très dépendant de la spectacularité de ses adversaires, mais la plupart de ses adversaires, justement, il les étouffe, il les empêche de jouer. Et c'est ça le jeu de Jannik Sinner, c'est l'asphyxie en permanence. Tu peux pas développer ton tennis avec lui, c'est pas possible. Et du coup, ça donne des matchs qui se ressemblent un peu tous. C'est-à-dire que t'as Jannik Sinner sur la baseline à envoyer des pains, à envoyer des pancartes, et les gars en face, ils sont là, ils sont à 2-3 mètres, ils sont en train de prendre les coups en fait. C'est Evander Holyfield contre un poids plume. C'est pas possible en fait, tu peux pas développer ton tennis avec lui. Alors ce procès en ennui, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps en tennis. C'est loin d'être le premier champion à qui on reproche d'être un peu boring. On peut penser à Ivan Lendl qui s'est fait découper par la presse occidentale dans les années 80, qui avait un jeu soi-disant mécanique, physique, pénible. Pete Sampras aussi, on disait boring Pete, d'ailleurs c'est John McEnroe il me semble qui a dit ça, un peu vachard.
Mais on a chez Yannick cette idée de tu gagnes trop facilement et trop rapidement pour être mis en danger sur le seul petit bémol qu'on a autour de ce joueur, c'est sa caisse physique, son endurance. Plus personne n'arrive à le pousser à son paroxysme sur des matchs de 4 heures, sur des matchs de 5 heures. On a eu le match contre Holger Rune, mais on n'était pas forcément super avancé dans la partie, on était dans le 3e set, c'était pas au bout d'un combat de 5 heures à la fin d'une rencontre. Non, c'était assez différent. Donc son tennis, en quelque sorte, agit comme une protection à cette unique faiblesse. Ça, il faut le dire, bravo. Bravo, mais en même temps, je suis un peu inquiet pour l'avenir du tennis quand je vois ça, parce que, ok, on a eu des finales entre le Big 3, le Big 4 qui étaient décevantes, qui ont fait un peu pouf, mais là, entre la finale de l'US Open, entre tout le tournoi à l'US Open, je pense qu'il y a des gens qui vont se détourner du tennis. Alors j'ai bien conscience que les réserves que j'apporte, les nuances que j'essaie de développer dans ce discours, ça va pas du tout plaire à certains. Vous allez dire ouais, tu es biaisé. Je dis ce que je pense, je dis ce que j'observe. Là on s'est fait chier sur cette finale entre Sinner et Zverev, on s'est emmerdé aussi pareil la finale entre Fritz et Sinner. À un moment donné il y a un pattern aussi, quoi. Il faut savoir dire les choses, il faut savoir les verbaliser. J'ai pas peur, j'ai pas honte de ressentir ça particulièrement. Je vous donne mon avis sur la question. J'ai pas non plus parole d'évangile, hein. Peut-être que je me trompe, peut-être que tout Yannick Sinner est absolument merveilleux, est absolument flamboyant, et c'est moi qui suis déjà à mon âge un vieux con, peut-être. Mais voilà, je vous donne ma sensation sur ce que je ressens sur le tennis actuellement, et vous pouvez partager la vôtre, et surtout si c'est contradictoire, dans les commentaires. Passons désormais au perdant de cette finale, Alexander Zverev, et on a vu une division d'écart aujourd'hui entre ce qu'il a proposé et ce que Yannick Sinner a proposé de son côté, entre lui et le meilleur joueur du monde sur dur, qu'est Sinner. Et si tu as la moindre micro-faiblesse contre un joueur comme Yannick Sinner, il te défonce. Et il a défoncé le coup droit de Zverev, ça a été embarrassant, même parfois, sur certaines larges portions de la finale. Et donc pour Zverev, 3 finales en Grand Chelem, contre Thiem, contre Alcaraz, contre Sinner, donc ça veut dire que tu n'as jamais affronté le Big 3 en finale de Grand Chelem, et tu fais un 0 sur 3. C'est un peu embarrassant, c'est dur. La réalité, elle est lourde pour lui. Sa place de numéro 2 mondial, quand on l'observe, c'est parce qu'il joue beaucoup, c'est parce qu'il gagne beaucoup aussi, par conséquent, mais je trouve que c'est une place en trompe-l'œil, c'est pas lui le 2e meilleur joueur du monde, à aucun moment. C'est Carlos Alcaraz, ou c'est Novak Djokovic, mais c'est pas lui. Lui, il est 4 ou 5e. Sur le papier, sur les qualités tennistiques. Mais s'il conserve cette place de TDS2, il aura toujours des tirages plus ou moins favorables en Grand Chelem. On l'a vu, hein, le tableau de Sinner et de Zverev. Bon, Zverev, il a la chance de jouer un Novak Djokovic blessé en demi-finale. D'ailleurs, je pense, ça c'est vraiment ma conviction, je crois pas qu'il batte Novak si Novak est en forme. Vous me dites ce que vous en pensez, mais je vois pas dans quel monde, quoi. Déjà, ça fait 7-6 ric-rac, alors que Novak joue sur une jambe et qui fait... sur, on va dire, une quinzaine, une vingtaine de points dans ce premier set, il fait n'importe quoi, parce qu'il veut s'économiser, parce qu'il veut écourter les points à tout prix. Et ce qu'on doit noter sur la carrière d'Alexander Zverev désormais, c'est qu'il n'y a pas de temps en tennis. Il n'y a pas le temps dans le sport de très haut niveau, il n'y a pas d'autres chances. Il faut saisir toutes les chances qui se présentent à soi. La finale contre Dominic Thiem à l'US Open en 2020, il doit la remporter, il sert pour le titre, mais il choke, il queen, il mène 2-7 à 0 par ailleurs. Alors je lui donne quand même une très belle chance à Roland Garros. Moi je suis toujours convaincu qu'il a une victoire en Grand Chelem dans la raquette. On peut le dire, hein, c'est aussi c'est le meilleur joueur de l'Air Open sans Grand Chelem. Avec son palmarès, avec ce qu'il a montré, avec ce qu'il a prouvé. Mais en même temps il y a toujours cette passivité, en même temps il y a toujours ce coup droit qui va poser problème. Mais on ressent aussi cette sensation au fond du bide que... ouais, Zverev, il va quand même avoir besoin d'un petit concours de circonstances favorables, ce qu'on aurait pu d'ailleurs envisager dans le 2e set, parce qu'on voit que Sinner, physiquement, ça devient difficile. Donc s'il arrive à grinder le 2e set, c'est un grand signe, et qu'il arrive à faire basculer cette finale dans l'horreur, non mais dans un 3e, dans un 4e, dans un 5e, pourquoi pas, il aurait pu avoir ses chances. Justement, évoquons cette finale en quelques palettes essentielles pour bien comprendre ce qui s'est passé. Si vous n'avez pas vu la finale en entier, je l'ai fait pour vous, je me suis sacrifié, et on commence par l'indolence de Alexander Zverev derrière son coup droit, sur le +1 particulièrement, et Sinner il a été très bon, hein. Il a ciblé sur ce côté, il lui a mis aussi des petits retours complètement moisis comme ça, sans vie, en lui disant « Ok Sacha, réinjecte du volume, réinjecte du rythme sur ton coup droit », et ça c'est
quelque chose que l'Allemand déteste. Une autre façon d'aller titiller le coup droit de Zverev, ça a été très bien appliqué par Sinner, c'était de faire des revers longs lignes de rupture à l'échange, de mettre beaucoup d'impact très rectiligne, ces accélérations donc qui ont surpris, qui ont fait défendre Zverev dans la latéralité. Et une stat que je voulais partager avec vous, c'est celle-là. Regardez en bas à droite de votre écran, regardez la vitesse, la puissance des coups de Zverev sur les tours précédents, et vous voyez à quel point il a augmenté la vitesse, la rapidité, la puissance de ses coups. Et en fait, ça c'est pas anodin parce qu'il a dû rentrer dans un concours de muscles, dans un concours de vitesse, dans un concours de puissance. Et en fait, il a dû, il faut le dire, surjouer. C'est ça la réalité, c'est qu'il a dû jouer au-dessus de son niveau, il a dû jouer au-dessus de sa vitesse habituelle. Et ça c'est terrible parce qu'en termes de surjeu, on l'a aussi vu dans ce jeu, le 8e du premier set, à quel point il s'est précipité au filet, il voulait plus du tout de frapper de coups droits en cadence, c'était une horreur pour lui. Et ce qu'il a subi, ce sont les courses défensives de Sinner qui a réussi à tout bétonner. L'Italien qui a été monstrueux, colossal dans sa tenue du court, très largement supérieure à celle d'Alexander Zverev. Sur le premier set, on est à 8 coups gagnants, 12 fautes directes pour Zverev. Sinner est à 15 coups gagnants, 7 fautes directes, malgré le fait qu'il prenne beaucoup de risques dans son jeu. Ici, on a un coup qui est terrifiant. C'est une espèce de demi-volée en défense qui va aller pour lécher le câble. Tu peux rien faire sur une balle comme ça. Sinner qui sort la barbelade. On avance, on se retrouve dans le début de la deuxième manche et je trouve que c'est le set qui a été le plus intéressant au niveau tactique avec les modulations de Jannik Sinner. Alors déjà, on l'a vu décrocher derrière la deuxième balle de Alexander Zverev. Ça n'a pas forcément porté ses fruits d'ailleurs. Il a le taux de conversion qui était le même dans le premier set. Et en gros à 50-53% derrière la deuxième balle de son adversaire. Et puis on va le voir aussi beaucoup modulé avec des amortis qui parfois semblent légèrement forcés. Alors ça aussi c'est le problème de Zverev, c'est que regardez, il est à 3-4 mètres de la ligne de fond parce qu'il s'attend à se prendre une marmite. Et les amortis, parfois du côté de Sinner, c'était pas forcément toujours bien joué dans le sens du jeu. Il s'est fait d'ailleurs punir quand il les a trop utilisés. Puis on voit ici dans ce 7e jeu de la deuxième manche, l'Italien qui se touche l'arrière de la cuisse gauche et c'est dans ce moment précis, c'est le moment le plus important de cette finale où tout va basculer. Jannik Sinner qui va retourner dans son schéma d'origine, c'est-à-dire qu'il va pilonner, il va massacrer le coup droit d'Alexander Zverev pour extraire des fautes directes. Et la fin de ce tie-break qui va basculer sur 2 coups du sort. D'abord un let positif pour Sinner, la balle qui va taper ici et repartir de l'autre côté. Et ici, donc on est sur une balle de 7, service de la part de l'Italien. Et sur son +1, il va s'engager pleinement, la balle qui va accrocher l'extérieur de la ligne. Mais j'ai envie de dire, la chance sourit aux audacieux. C'est celui qui a proposé le plus de jeux qui a réussi à s'imposer dans ce tie-break de la deuxième manche. Le troisième set va nous proposer un profil de match qu'on avait déjà vu sur le premier set, sur le deuxième set, c'est-à-dire que le Sachin Zverev va complètement craquer, donner en coup droit, 4 fautes directes de ce côté. Alors parfois des coups droits où il faut réinjecter du rythme, ici un coup droit défensif. Et l'image de la finale, au-delà du réconfort de Sinner à l'endroit de Alexander Zverev, c'est ce visage, c'est cette impuissance totale sur les jeux de service de Jannik. Il s'est procuré, tenez-vous bien, aucune balle de break. Et ça aussi, à un moment donné, tu peux pas remporter une finale d'envergure, tu peux pas générer du doute dans la tête de ton adversaire si t'es pas capable à minima d'aller générer 1, 2, 3 balles de break. Il faut le mettre un petit peu en difficulté. C'est l'heure du mot de la fin, juste pour vous dire que je serai demain à 11 h dans Sans Filet pour continuer la conversation autour de cette finale. Mardi aussi, dans Sans Filet, je crois qu'on a un petit programme bien sympa d'ailleurs à 11 h aussi, donc n'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à faire un petit bisou, un petit coucou dans le chat, ce sera avec grand plaisir. Moi, là, je vais aller mettre au frigo quand même pendant quelques heures parce que la quinzaine à l'Open d'Australie, en quotidienne, c'est toujours un exploit physique. J'en profite avant que mes yeux ne se ferment pour vous remercier avant la fin de cette vidéo, remercier de votre attention, de votre soutien, de votre support, les personnes qui soutiennent la chaîne, qui ont cliqué sur le bouton rejoindre, qui donnent de l'argent tous les mois, qui regardent toutes les vidéos, qui les poussent, qui les commentent. C'est un soutien qui est toujours aussi fondamental pour moi, encore plus sur des tournois comme ça, où il y a clairement la chemise elle est mouillée, tout est mouillé là, tout est... on a tout donné, j'ai tout donné, vu que c'est un projet solo. Je sais plus vraiment ce que je suis en train de dire, c'est toujours un peu pareil quand on termine les grands chelems. Un grand merci à vous, et vive le tennis. Pas des Sinner Zverev tous les matins non plus.